clac. Bonjour à tous, aux deux personnes qui me regardent. Yes, mes fans. Bon, je vous ai pris un grand angle parce que c'est plus sympa. Je pense à Antoine Daniel tard l'époque qui disait ouais les banques noires et tout, c'était chaud. Du coup j'ai pris un grand angle, mais du coup on voit encore plus mon appart. C'est pas ouf, mais bon, je suis toujours dans ma cuisine, mon salon. Voilà. Il y a mon copain à côté qui est malade, il est juste là. Voilà, suivez mon regard. Du coup, c'est gênant pour moi, c'est gênant pour vous parce qu'il va se moucher, mais voilà. Aujourd'hui, vous m'entendez pas. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'un de mes livres préférés ever. D'un de mes livres préférés ever. Bon, je suis toujours, parce que je préfère me regarder en selfie, du coup, vous êtes toujours en miroir. Un jour, j'aurai une caméra avec retour caméra, mais ça, c'est dans jamais. Du coup, on se retrouve pour parler du Ravissement de l'Olvestein que j'ai en édition folio. Donc, quand je me rapporterai aux citations, ce sera les éditions folio, le numéro des pages et tout, si ça vous intéresse. Du coup, le Ravissement de l'Olvestein de Marguerite Duras. Bon, vous lisez toujours pas en miroir, mais on sait jamais. Donc, un de mes livres préférés ever. Je vais essayer de pas faire trop, mais je promets rien. Vraiment, je promets rien. Alors, j'ai toujours mon carnet avec mes notes parce que je ne l'ai pas relu récemment, mais je l'ai lu 1 milliard de fois. Je crois que je regarde ici. Bon, j'essaie de me regarder moi et pas là, bref. Je l'ai lu 1 milliard de fois, donc je le connais bien, mais j'ai pris des notes pour essayer d'être un peu... J'arrête pas de dire c'est horrible. Pour essayer d'être un peu, j'allais dire concise, mais je suis jamais concise puisque la dernière vidéo elle faisait 14 minutes. Donc voilà. Relou la meuf. Donc, commençons. Le livre a été, donc Le Ravissement de l'Olvestein, écrit par Marguerite Duras, a été publié en 1964 aux éditions Gallimard. Donc on peut noter pas aux éditions de Minuit comme d'autres romans du Nouveau Roman, mais on parlera à la fin de la relation entre Marguerite Duras et le Nouveau Roman assez rapidement parce que je suis pas une historienne de la littérature. Moi je dis globalement ce que j'ai entendu en cours, ce que j'ai lu dans les articles, etc. Donc je suis pas la meilleure historienne de la littérature comme je disais à l'instant. Donc publié en 1964 aux éditions Gallimard. Je vous donne le synopsis très rapidement. C'est l'histoire de Lola Valérie Stein, racontée par un narrateur, au début inconnu, Jacques Hold, qui utilise pour la première fois je à la page 75. Donc comme vous le remarquez, globalement au quart du roman. Je vous cite juste le paragraphe. 36 ans, je fais partie du corps médical. Il n'y a qu'un an que je suis arrivée à Estala. Je suis dans le service de Pierre Benière à l'hôpital départemental. Je suis l'amant de Tatiana Karl. C'est fait exprès, mais c'est difficile à prononcer. Ce roman fait partie de la trilogie, mais c'est pas une trilogie, hein, pas du tout, du cycle indien de Marguerite Duras qui est composé du Ravissement de l'Olvestein en premier lieu, puis du Vice-Consul, de L'amour, de La femme du Gange, puis de India Song. J'ai toujours tendance à dire Indiana Song, mais c'est India Song. Ça, c'est de souvenirs. Je crois que La femme du Gange, il y a un autre titre, mais je suis pas sûre et j'ai eu la flemme de checker. Donc, voilà. Aussi, si vous entendez mes voisins, c'est parce que, voilà, c'est pas très bien isolé. Donc, le roman se constitue, on va dire, autour notamment de 3 personnages centraux. L'Olvestein, Jacques Hold, du coup le narrateur, et Tatiana Karl, la meilleure amie de Lol, notamment quand elles étaient dans leurs années collège et lycée. Donc toute la première partie du roman, notamment, qui va nous intéresser ici, puisque on peut toujours pas parler de spoiler à proprement parler, même s'il y a quand même une trame plus concise, non pas concise, pas du tout, constituée, que dans La place d'Annie Ernaux, dont je vous parlais dans la précédente vidéo. Allez checker. Du coup, qu'est-ce que je disais? Donc là, toute la première partie du roman qui nous intéresse notamment se constitue autour de comment Lola a perdu l'amour de sa vie, Michael Richardson, ou Michael Richardson comme vous voulez, j'ai jamais su, qui l'a abandonné, qui a été ravi par une autre femme, Anne-Marie Streeter,
Personnage qui revient, notamment dans Le Vice-Consul, et il me semble dans La Femme du Gange, mais je ne suis pas sûre, parce que je l'ai lu il y a très longtemps. Mais Le Vice-Consul, je suis sûre. Donc Jack Hold se raccroche à quelques faits pour raconter la vie d'une femme dont il ne sait en fait rien, et qui en plus, selon les dires de Tatiana Carl, est devenue folle. C'est ce qu'elle dit, page 12, donc toujours dans l'édition Folio. Ce qu'elle dit, page 12, Tatiana Carl, elle, fait remonter plus avant même que leur amitié les origines de cette maladie. Donc comme si Lol avait été atteinte d'une maladie après le ravissement de Michael Richardson, après la perte de l'amour de sa vie en fait, et était devenue folle, cliniquement parlant on va dire, puisqu'elle parle de maladie. Donc le fait qu'on ait affaire à un texte à trous en fait, puisque Jack Hold ne sait rien de Lolvestein, il se raccroche à des faits que Tatiana Carl lui a racontés. Donc le fait qu'on ne sache rien du personnage de Lolvestein, comme Jack Hold en fait, on a affaire en fait à un texte à trous. Le Jack Hold devient en quelque sorte le personnage du lecteur, le personnage de Jack Hold, je vais y arriver, et le lecteur deviennent une seule et même personne, puisque Jack Hold se réfère au point de vue de Tatiana Carl pour raconter l'histoire d'une femme dont il ne sait en fait rien. Le texte est ponctué de je ne sais pas, je crois, etc. Donc on a vraiment affaire à un texte pas vraiment non fini, mais en tout cas flou, en tout cas comme le personnage de Lolvestein. Donc on voit une méconnaissance du personnage, de la personne, si on prend le point de vue de Jack Hold, de la personne de Lolvestein, un personnage flou et mystérieux, tout comme l'histoire. J'ai choisi de citer la page 71. Un extrait encore à chaque fois, je prends des petits extraits parce que sinon c'est un peu relou, même si le texte est magnifique, mais je ne suis pas très objective. La chaise longue était à sa place, la table aussi, les revues. Tatiana Carl était peut-être dans la maison. C'était un samedi vers 4h, il faisait beau. Je crois ceci. 2 points, puis ensuite le paragraphe que développe Jack Hold. Du coup, on a vraiment... ouais, voilà, c'est ça. Je dis voilà, c'est ça en lisant mes notes en mode évidemment. Donc, les propos de Jack Hold sont en fait des formulations d'hypothèses. Il ne sait pas vraiment ce qui s'est passé, puisqu'il y a beaucoup de scènes où il n'y a que soit Lol et Tatiana, soit Lol, Tatiana et Michael Richardson, et Amer et Strater en l'occurrence. Mais il est rarement présent en fait, à part dans la suite du roman, où ils commencent à développer un lien tous les deux, Lolvestein et pas Michael Richardson, et Jack Hold, le narrateur du coup. Et j'ai noté aussi que ce côté texte à trous, flou, mystère, ça pouvait nous faire penser à La jalousie de Robe Grillée, qui est publiée, alors je sais plus la date exacte, mais c'est dans les années 50 ou 60. Mais c'est autour de la parution, enfin c'est toute cette mouvance du nouveau roman, dont je reparlerai à la fin, comme je vous disais. Du coup, oui, ça nous fait penser à La jalousie de Robe Grillée, avec ce côté, le narrateur qui prend des points de vue qui ne sont pas les siens, qui rajoute des idées, formule des hypothèses, etc. On a vraiment cette idée avec La jalousie de Robe Grillée, dont je vous parlerai peut-être, parce que j'adore ce bouquin aussi. Moi, je voulais m'arrêter, parce que voilà, pour la première partie de cette vidéo. Je ne sais pas comment je chapitre les vidéos, donc peut-être mon copain sait. Mais moi, je ne sais pas. Donc, pour la deuxième partie de cette vidéo, je voulais vous parler de la scène de bal, qui est au tout début du roman. Vraiment, c'est à partir de la page 15, si je ne me trompe pas. Donc, sachant que le roman commence page 11, hein, dans l'édition Folio. Donc, c'est la scène de bal qui est au tout début du roman, mais qui est centrale pour comprendre l'œuvre. Donc, c'est le point de vue de Tatiana Carl qui est raconté par Jack Hold. Donc, on a encore une fois, enfin, c'est au début du roman, mais on a encore une fois ce dont on parlait, l'entremêlement des points de vue. Avec une idée, enfin j'avais noté ça, je sais pas si c'est vrai, je pense que quelqu'un l'a déjà noté, hein. Je suis pas, je réinvente pas la roue, mais on a un côté presque mythique de la scène, puisque c'est un entremêlement des points de vue comme les mythes, etc., où c'est raconté et re-raconté et re-raconté. Moi j'avais noté ça, je trouvais ça intéressant. Donc c'est le mythe de la scène de bal, mais également le mythe de Lolvestein qui se crée en fait au début de ce roman. Et une scène de bal donc du coup tronquée, puisque c'est encore une fois l'entremêlement des points de vue, puisque Jack Hold n'a accès que au point de vue de Tatiana.
une scène de bal tronquée comme le nom de l'Olvestein, qui est en entier Lola Valérie Stein, mais qui perd en fait. J'avais vu ça en première, je crois. J'avais trouvé ça intéressant. C'est le côté troncage du nom, donc troncage de l'identité en fait. C'est assez simple comme idée, mais c'est assez clair aussi. Donc la scène de bal, donc au début du roman, on assiste vraiment au ravissement, on peut le dire, du verbe ravir, enlever, mais également ravissement dans le sens presque mystique et religieux d'être ravi de quelque chose. Donc on assiste vraiment au ravissement de Michael Richardson par Anne-Marie Streeter, qui est présenté comme un personnage inhumain, non humain, comme vous voulez. Mais du coup, j'avais voulu vous lire ce passage qui m'a extrêmement marqué quand je l'ai lu pour la première fois quand j'avais 15 ans. Elles avaient traversé la piste et s'étaient dirigées dans cette même direction. Lol, frappée d'immobilité, avait regardé s'avancer, comme lui, cette grâce abandonnée, ployante d'oiseaux morts. Elle était maigre. Elle devait l'avoir toujours été. Elle avait vêtu cette maigreur, se rappelait clairement Tatiana, d'une robe noire, à double fourreau de tulle également noir, très décolletée. Voilà, je m'arrête là parce que après la description d'Anne-Marie Streeter continue, page 16. Mais je voulais vraiment cette démarche ployante d'oiseaux morts. Enfin, il y a que moi qui suis choc-barre. Enfin, genre, c'est trop beau. Pardon, je me suis emportée. Je vais couper. Pour la troisième partie de cette vidéo, sur le style qui est lié, du coup, que je lis à la scène de bal. Et c'est vraiment le côté non humain de Anne-Marie Streeter, je vais y arriver, pardon, qui est mis en évidence. Et c'est vraiment beau. Et donc, c'est lié au style que je voulais mettre en troisième partie de cette vidéo. Je sais pas si je ferai une miniature, mais... Pardon. Du coup, le style. Donc, je vais pas vous lire tout le passage de la scène du bal qui fait 2-3 pages. C'est pas très long, mais voilà, je vais pas tout vous lire. Donc, dans le style de Marguerite Duras, notamment dans cette œuvre, même si c'est assez, comment on dit, linéaire dans tous ses romans, on a vraiment un jeu sur la temporalité et l'espace. Notamment sur la temporalité dans ce passage, avec une notion d'étirement du temps. Donc on a un jeu sur la temporalité pardon, entre l'utilisation du passé simple, de l'imparfait et du plus que parfait qui sont liés, avec quand on a l'Olvestein en premier plan, si on peut utiliser un vocabulaire cinématographique, l'utilisation du passé simple, donc très furtif, elle l'a vécu de façon... Enfin, son ravissement à elle, puisqu'elle a été aussi ravie par Anne-Marie Streeter, on le voit dans le passage, son ravissement à elle est très furtif. Mais en même temps, on a ce jeu avec l'imparfait et le plus que parfait. J'avais noté la page 17, je vais vous lire, ce sera plus clair. Alors, qu'est-ce que j'avais noté? Donc, je vais vous citer un passage un poil long, mais je voulais mettre en évidence le changement entre l'imparfait, le passé simple, etc. Les yeux de Michael Richardson s'étaient éclaircis. Son visage s'était resserré dans la plénitude de la maturité. De la douleur s'y lisait, mais vieille, du premier âge. Aussitôt qu'on le revoyait ainsi, on comprenait que rien, aucun mot, aucune violence au monde n'aurait eu raison du changement de Michael Richardson. Qu'il lui faudrait maintenant être vécu jusqu'au bout. Elle commençait déjà, la nouvelle histoire de Michael Richardson, à se faire. Cette vision et cette certitude ne parurent pas accompagnées chez Lol de souffrance. Tatiana la trouva elle-même changée. Voilà, je voulais juste vous citer ce passage. Bon, c'est pas très long, mais voilà. Du coup, le plus que parfait et l'imparfait sont utilisés en premier lieu dans ce passage. Puis, quand on passe à l'Olvestein, on revient au passé simple. Donc vraiment, cet étirement du temps, avec le côté vieillesse de Michael Richardson qui est mis en évidence, etc. Donc le côté durable, en fait, de la transformation de Michael Richardson contre la... Comment dire? Je vais essayer de ne pas faire des... Donc comment dire? J'ai mis du temps avant de reprendre ce plan parce que je ne savais pas comment dire la phrase, mais le côté volatile, en fait, presque imperceptible de Lol, qui, elle, ne devient qu'un instant avec le passé simple, devient furtive. C'est ça que je voulais mettre en évidence.
Et du coup, donc je parlais du jeu sur la temporalité et le jeu sur l'espace, je vais juste mettre en évidence juste un point qui est assez clair, puisque du coup, il n'y a rien de vraiment décrit dans la scène de bal. Enfin, c'est disposé. Il y a surtout la salle, la scène où il y a les instruments, etc. et les plantes vertes. Et LOL est retrouvé par sa mère au petit matin derrière les plantes vertes. Donc on a vraiment une image très claire de l'impuissance de Lolvestein face au ravissement de l'homme qu'elle aime, pardon. J'allais dire qu'elle aimait, mais qu'elle aime toujours à cette époque, qu'elle l'aimera sûrement toujours, mais c'est pas très clair dans le roman, donc je vais pas m'avancer et faire de la psychologie de personnage, ça sert à rien. Donc oui, c'est ce que j'avais noté, donc les plantes vertes, la souffrance de LOL, pardon, liée à l'incapacité d'agir en fait. Pour cette 4e partie de vidéo, qui s'achève dessus d'ailleurs, enfin je vais dire mon avis vite fait, mais vous vous en doutez, hein, de mon avis sur ce bouquin. Mais du coup, je voulais juste revenir sur, rapidement, parce que, encore une fois, je ne suis pas une historienne de la littérature, donc rapidement revenir sur le lien qu'entretient Marguerite Duras et le nouveau roman. Donc je ne vais pas vous donner une définition très étendue de ce qu'est le nouveau roman, je ne vais même pas vous donner de définition. Vous irez voir sur Wikipédia si vous êtes intéressé, et sinon, évidemment, lire cette Bible, on peut le dire, du nouveau roman. Donc pour un nouveau roman, écrit par Alain Robbe-Grillet, qui théorise complètement le mouvement, l'école. Bon, c'est pas vraiment une école, enfin c'est pas une école, mais le mouvement, même s'ils rejettent tout ça, les nouveaux romanciers, ils veulent pas être nouveaux romanciers, mais pour définir le mouvement qu'est le nouveau roman. Même Alain Robbe-Grillet dit qu'il utilise le terme de nouveau roman non pour désigner une école, ni même un groupe défini et constitué d'écrivains qui travailleraient dans le même sens, mais pour le côté pratique de l'appellation. Donc le nouveau roman, en soi, c'est vraiment la volonté de nouvelles formes romanesques, en fait. C'est ce que veulent les écrivains du nouveau roman. Une nouvelle forme d'écriture romanesque et surtout un rejet. J'ai tourné en même temps la page. Un rejet. Donc vraiment fondé sur le rejet du réalisme, du naturalisme notamment, donc de tout ce qui est Balzac, Zola, etc., de comment ils écrivaient, ils écrivaient, en l'occurrence, le romanesque. Et du coup, c'est vraiment un rejet de ces formes, donc rejet du personnage, rejet de la temporalité, rejet de l'histoire même, enfin de la trame romanesque. Donc voilà, c'est surtout ça qu'il faut retenir du nouveau roman. Après, si vous voulez vraiment des détails, etc., historiques, oui, j'ai juste noté que c'est globalement créé, en 1950, enfin dans les années 50. Mais c'est apparu notamment en 1939 avec la parution de Tropisme de Nathalie Sarraute, dont je vous parlerai peut-être aussi parce que c'est très très beau. Et c'est à la fois très simple et très complexe, en fait, comme roman. Mais ce sont vraiment des nouveaux romanciers, ou des romanciers tout simplement, comme Robbe-Grillet ou Butor, même Beckett à l'international, qui forment le nouveau roman. J'ai noté une citation de Ricardou qui est pour les nouveaux romanciers, ce n'est plus une écriture mais une aventure de l'écriture. Donc voilà, c'est vraiment mettre en évidence le processus d'écriture. Voilà, avec évidemment un rejet de toutes les formes qui ont été faites avant. Donc le lien entre Marguerite Duras et le nouveau roman est toujours très complexe et débattu. Tout le monde est plutôt d'accord pour dire que Moderato Cantabile, alors je crois que c'est publié en 1956, je dis peut-être de la merde, fait partie du nouveau roman, puisque l'écriture est très proche de celle des nouveaux romanciers, avec tout ce rejet, etc., dont je parlais précédemment. Mais Marguerite Duras elle-même ne revendique pas, même rejette, le fait d'être liée au mouvement du nouveau roman. Mais c'est ce que j'ai écrit là, et c'est mon avis, n'est-ce pas là, en fait, l'essence même du nouveau roman, de rejeter le fait d'être un nouveau romancier. Voilà, je pose ça là. Mais donc, je vais essayer de vous trouver des articles que je mettrai en description si vous voulez vraiment, comment dire, creuser le sujet de Marguerite Duras et du nouveau roman. Mais à chaque fois que j'avais eu des cours ou que j'avais eu des articles et tout, c'était en fait débattu. Parce qu'elle a beaucoup de signes d'écriture qui tendent vers le nouveau roman,
Mais en même temps, elle a quand même une trame. Enfin, par exemple, Le Ravissement de Lolvestein a une trame romanesque. Enfin, tous les livres ont des trames romanesques plus ou moins. Et à l'inverse, Annie Ernaux, qui n'a pas de trame romanesque dans La Place que j'ai juste à côté de moi, dont je vous parlais précédemment, ne fait pas partie du nouveau roman. Donc voilà. Pour conclure cette vidéo, je voulais juste vous donner mon avis qui est assez évident et aussi évidemment pas très objectif. Parce que c'est un des premiers romans, enfin c'est pas un des premiers romans que j'ai lu, c'est pas vrai, mais c'est vraiment un roman qui m'a chamboulée par les thèmes évoqués, par l'écriture même. Enfin, c'est mon premier Marguerite Duras, même avant L'Amant et tout, qui est extrêmement connu, plus que Le Ravissement de Lolvestein. Mais je crois que c'était le premier qui avait vraiment pété de Marguerite Duras. Enfin bref. Mais j'adore ce roman. C'est la même édition que j'ai depuis 10 ans. Je suis vieille. Mais, pardon, j'ai dû couper. Il fait du bruit. L'homme malade. Mais voilà, c'était mon avis très concis, rapide et pas très clair. Mais j'adore ce roman. Il est vraiment très bien. Je sais pas trop quoi dire de négatif puisqu'il m'a vraiment marqué dans mon adolescence. Et il me marque toujours autant. Je l'ai utilisé pour mon mémoire de M1 quand j'avais... Qu'est-ce que j'avais fait pour mon mémoire de M1 déjà? Je l'avais utilisé pour mon mémoire de M1 quand j'avais travaillé sur la temporalité justement dans le nouveau roman. Donc j'avais inclus Le Ravissement de Lolvestein dans le nouveau roman. Ça n'avait pas été trop débattu euh, par mes maîtres de conf, enfin je sais pas comment on appelle ça, mes encadrants. Mais voilà. Donc mon avis n'est pas très neutre. Bisous. Je sais pas ce que je ferai en prochaine vidéo. Ça dépend si je veux reprendre comme là un roman qui m'a marqué. Parce que j'aimerais bien vous parler, mais c'est un peu plus compliqué parce qu'il faudrait que je le relise. Parce que lui, il m'a vraiment mon roman préféré de tous les temps. Enfin, qui est un conte philosophique. Mais c'est Italo Calvino. C'est Le Baron Perché d'Italo Calvino qui m'a vraiment marqué. Je sais pas si je vous en parlerai ici parce que je suis absolument pas objective et je l'ai pas étudié parce que c'est une traduction. Je n'ai rien contre les traductions, c'est un art en soi. C'est juste, je l'ai jamais lu en italien. Donc, je sais pas la subtilité de la langue derrière, même si les thèmes abordés me touchaient énormément, etc. Mais voilà, sinon, j'ai prévu de lire, hop, vous avez vu ma cuisine encore plus, L'adversaire d'Emmanuel Carrère. Bon, là, ça va être un peu pour le fun, parce que je travaille pas dessus ou quoi, mais j'adore l'histoire de Jean-Claude Roman, parce que je suis une fan des Faits entrées accusés. Ah, je t'aime, Christophe Ondelat. Mais voilà, je lirai sûrement ça. Et je vous en parlerai peut-être, sinon, voilà. Bisous.